La surconsommation de sel, actuellement, dans nos sociétés, débute dès que le jeune enfant n'est plus nourri au sein maternel. Voilà. Donc, comme vous savez, l'allaitement en France, par exemple, est à peu près de 3 mois en moyenne. Donc, dès que le jeune enfant à 3 mois n'est plus nourri au sein maternel, le lait contenant très peu de sel, comme tous les aliments naturels, donc vous avez donc déjà une consommation de sel qui augmente de manière très substantielle, déjà avec les aliments pour bébés, qui contiennent moins de sel que les aliments adultes, mais beaucoup plus de sel que le lait maternel. Donc vous avez déjà une consommation de sel qui augmente déjà d'un facteur 2, 3, 4 fois, 5 fois les besoins physiologiques du bébé. Et puis ensuite, bien évidemment, au fur et à mesure que le jeune enfant se met à consommer, si vous voulez, les aliments adultes, eh bien, il a une consommation de sel qui augmente au fur et à mesure, jusqu'à atteindre les valeurs que l'on observe chez l'adulte, c'est-à-dire typiquement des consommations moyennes de sel de l'ordre de 8 à 10 grammes de sel par jour. Alors qu'il nous en Et donc, faut... alors, il nous en faudrait 1 ou 2 grammes par jour. Donc, typiquement, vous voyez, 4 à 5 fois plus que les besoins physiologiques donc, de l'organisme. mais Et c'est une moyenne. le problème est pire sur un petit enfant qui n'a pas Tout à fait. développé ses reins, Oui, c'est ça? oui, tout à fait. Donc, alors, le problème est d'autant plus marqué chez le jeune enfant, chez lequel donc le rein n'est pas complètement mature, donc n'est pas encore en position d'excréter correctement donc de fortes quantités de sel. Et donc, effectivement, lorsqu'on voit dans les enquêtes alimentaires, par exemple de l'AFSA réalisée en 2007, que 5 à 10% des jeunes enfants de 3 à 10 ans consomment plus de 10 à 12 grammes de sel par jour, c'est vraiment des chiffres qui sont préoccupants parce que à cet âge-là, alors vraiment, si vous voulez, il y a des effets qui sont importants et qui font le lit, hein, très clairement, des problèmes de santé qui vont survenir, non pas à cet âge-là, hein, mais qui vont survenir donc 10, 20, 30, 40 ans plus tard, hein, avec le développement de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires, mais aussi d'autres problèmes, hein, comme des problèmes osseux ou autres. Et pour revenir à cette histoire de goût, voilà la situation. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une habituation progressive du jeune enfant, donc au goût salé, donc qui a induit chez lui effectivement une accoutumance donc au goût salé. Donc chez un adulte comme vous et moi ensuite, ou chez un enfant de 10 ans, vous avez effectivement une habitude à consommer des aliments salés. Alors c'est ce qu'on appelle le terme correct, c'est une accoutumance. Voilà. Ce n'est pas une addiction. Une addiction, c'est quelque chose où lorsqu'on vous prive de ça, ça induit un certain nombre de phénomènes physiologiques, souvent désagréables, et donc induisant ce qu'on appelle des phénomènes de sevrage et autres. Il ne s'agit pas de ça pour l'accoutumance au sel, il s'agit de quelque chose qu'on appelle une accoutumance, c'est-à-dire que si on vous présente des aliments qui ont une teneur en sel différente de la teneur en sel des aliments que vous avez l'habitude de consommer, donc que cette teneur soit plus élevée ou moins élevée, hein, que la teneur à laquelle vous êtes habitué, vous allez le sentir sur un plan gustatif. Voilà ce que c'est l'accoutumance. C'est-à-dire que vous allez donc sentir que, par exemple, votre pain est moins salé ou plus salé que le pain que vous avez l'habitude de consommer. Mais ensuite, on s'habitue à celui-là et on arrive à un nouveau palier. C'est ça le problème. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important à avoir à l'esprit, c'est que cette sensation donc de modification de la teneur en sel de l'aliment, donc plus salé, moins salé, est quelque chose de tout à fait transitoire. Donc c'est quelque chose qui va durer typiquement quelques semaines. Alors ça varie de 4 à 8 semaines selon les individus, pendant lesquelles effectivement vous sentez que votre pain est moins salé ou plus salé. Et au bout de 4 à 8 semaines, vous vous accoutumez à la nouvelle teneur en sel de votre aliment, qui vous paraît tout à fait correct. Si l'aliment par ailleurs est un bon aliment, hein, par exemple un pain complet, vous voyez, avec au levain par exemple, eh ben vous allez donc trouver votre pain très très bon. Et si on vous redonne à ce moment-là le pain que vous consommiez il y a 1 mois ou 2, eh ben il va vous paraître trop salé ou pas assez salé, vous voyez, selon le sens dans lequel vous avez fait votre modification de teneur en sel. Donc comment ça s'est passé au niveau du cheminement alors? Parce qu'on arrivait à des produits qui n'étaient pas tant salés que ça, on utilisait le sel pour conserver, et maintenant on en arrive à des produits, on en a besoin, sinon ils n'ont plus de goût. Donc est-ce qu'il y a eu un surenchérissement comme ça de l'industrie, parce que c'est rajouté à des produits alimentaires qu'on consomme régulièrement?
maintenant? Disons, ce qu'on va dire, c'est que globalement, on peut dire finalement ça a évolué dans tous les sens possibles et imaginables, mais à chaque fois, si vous voulez, dans un sens qui n'allait pas dans le sens de la santé de la population. Ça a évolué dans des sens, je dirais, presque aléatoires, totalement conjecturels, dépendant. Alors, par exemple, si on prend l'exemple des fromages et des charcuteries, globalement, la teneur en sel des fromages et des charcuteries, si on prend l'évolution sur quelques centaines d'années, a diminué. Mais il persiste, par exemple, aujourd'hui, selon les marques de fromage ou de charcuterie, pour un même type de fromage et de charcuterie, j'entends. Donc, je sais pas, un camembert lait cru, par exemple, si vous voulez, selon les marques, vous allez avoir des teneurs en sel qui vont varier d'un facteur 2 à 3, 2 à 3 fois, voilà, d'une marque à l'autre. Ce qui prouve bien, si vous voulez, qu'il y a eu aucune volonté d'homogénéiser les teneurs en sel à une valeur optimale qui serait la valeur minimale, tout en conservant, disons, les propriétés du produit telles qu'on les attend. On voit bien que ça, finalement, rien n'a été fait dans ce sens. Donc, on a quelque chose de relativement, c'est un peu n'importe quoi, disons-le. On retrouve la même chose pour les charcuteries, où vous trouvez aussi le même type de variation dans les teneurs en sel d'un produit à l'autre, d'une marque à l'autre. Pour le pain, là, vous avez eu des variations qui sont considérables au cours du temps. Alors que le pain a été vendu massivement, vous savez que sous la Révolution française, 80% de l'apport énergétique d'un Français moyen, c'est le pain. Oui. Donc le pain est la partie majeure de l'alimentation. Donc je dirais que le pain c'est pas nouveau dans l'alimentation des Français. Bon au moment de la Révolution française, le pain ne contient pratiquement pas de sel. Pratiquement pas de sel, comme le pain qu'on fabrique actuellement, par exemple dans des régions comme la Toscane en Italie ou en Irlande. Vous avez des teneurs en sel qui sont très très faibles. Ensuite, au cours du temps, vous avez eu des variations pour des raisons vraiment très diverses. Alors par exemple, il y a eu une évolution très négative qui s'est faite juste après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50, où se sont mis en place, si vous voulez, donc une façon de fabriquer du pain de manière beaucoup plus rapide, donc du pain blanc, parce qu'à l'époque le pain blanc ça avait une très bonne image, donc avec une farine très raffinée, une cuisson très rapide, une fermentation très rapide, avec donc une perte de goût associée à ça tout à fait notable par rapport au pain qui était fabriqué quelques dizaines d'années auparavant, et donc qui a été compensé par un ajout de sel très important. Donc on se retrouve maintenant donc avec effectivement beaucoup de sel dans le pain tel qu'il est vendu dans nos boulangeries, mais là aussi avec des variations très importantes. Dans une baguette en moyenne, en moyenne, une baguette va contenir de 5 à 6 grammes de sel. Une baguette, donc vous voyez, c'est déjà 3 ou 4 fois les besoins physiologiques de l'organisme. Mais là aussi, vous allez avoir des variations qui sont très importantes d'une boulangerie à l'autre. Des variations en sel qui peuvent varier d'un facteur 2. Donc 2 fois moins de sel dans la baguette vendue chez ce boulanger par rapport au boulanger dans la rue d'à côté. Et là aussi, si vous voulez, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune coordination, quelle qu'elle soit. Vous avez 30 000 artisans boulangers en France. Jusqu'à récemment, jusqu'aux années 2000, on leur avait jamais dit que l'excès de sel était nocif pour la santé. Donc, si vous voulez, en gros, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que selon l'habitude de tel ou tel boulanger, pour telle ou telle raison, il met plus ou moins de sel dans son pain, vous voyez, en fonction de la farine qu'il utilise, etc., etc. Donc, globalement, on va dire que vous avez une situation, et on retrouve ça également pour les produits de grande surface, donc tous les produits empaquetés, emballés, transformés que l'on trouve dans les grandes surfaces. Et dans les produits sucrés aussi, c'est ce que vous dites, dans les viennoiseries, il y a du sel dans tout. Vous en trouvez partout, Alors, pour des raisons aussi qui sont liées, si vous voulez, à certaines propriétés technologiques du sel, en sus de son aptitude à donner un goût salé aux aliments. Le sel a plusieurs propriétés technologiques très intéressantes, alors en particulier sur le plan gustatif. Le sel permet de rehausser les saveurs sucrées et tout en inhibant les saveurs amères. Donc ça, c'est évidemment très intéressant pour tout ce qui est produit sucré en général, et ça explique pourquoi vous trouvez du sel dans tout ce qui est sucré. Alors vous pourriez vous demander pourquoi vraiment du sel dans ce qui est sucré. C'est pas de la conservation là, en l'occurrence. Donc vous trouvez du sel dans les pâtisseries, dans les viennoiseries, dans les glaces, dans le chocolat, dans les confitures. Donc bref, dans tous les produits sucrés. Donc vous en trouvez également dans tout ce qui est céréales petit déjeuner, donc tout ça, vous allez trouver des quantités de sel aussi très variables, là encore, d'un produit à l'autre, donc qui montre bien, si vous voulez, encore une fois, c'est une utilisation très aléatoire, très pragmatique, mais vous voyez, très variable